Hello à toutes et tous. Bonjour Bruno. Bonjour. On se retrouve de nouveau pour un nouvel épisode. Alors la semaine dernière, on a parlé de toi, Ouais, Bruno, de tes missions, de Serre France aussi. tout à fait. Aujourd'hui, on va parler de la comptabilité au sens large. Hem, on va on va venir parler un petit peu d'intelligence artificielle, on va Mmh. parler des nouveautés, de la facture électronique qu'on a évoquée aussi la semaine dernière. Mais pour les personnes qui n'ont pas encore écouté le premier épisode, on vous invite à y aller et surtout, je t'invite toi Bruno à te représenter pour eux. Pas de souci, Rosen. Donc, je suis Bruno Zelisco, j'ai 42 ans, je suis papa de 3 enfants. J'habite, du coup, à côté de Lannion depuis plus de 7 ans. Du coup, je suis salarié, Ouais. donc ça change un peu des autres indépendants que tu peux recevoir. Du coup, salarié à Serre France Côte d'Armor, donc nous sommes sous statut associatif. Donc, je suis comptable conseil chez eux depuis un peu plus de 3 enfin, presque 3 ans et ça fait plus de 20 ans que j'exerce, en fait, dans la profession. Donc mon domaine d'activité, ce n'est pas du tout ce qui est agricole, parce qu'effectivement, historiquement, Serre France est agricole. Je ne travaille pas pour les agriculteurs en tant que tels. Je travaille pour les artisans, commerçants, prestataires de services et tout ce qui est investisseur immobilier. Et alors selon toi, Bruno, est-ce que un comptable, c'est plutôt aujourd'hui un gendarme ou est-ce que c'est plutôt un coach sportif, pour l'entreprise? Mais je suis un peu déçu que tu me poses la question, parce que je ressemble pas trop à Cruchot, en fait. Donc non, non. Non, par contre, effectivement, il y a l'aspect gendarme, si tu veux, on l'a, parce qu'en fait, il y a toujours un caractère légal. Donc on est toujours assimilé un peu on va dire, aux impôts, à ce niveau-là. Donc oui, nous faisons des rappels à la loi, parce que c'est notre devoir professionnel de rappeler les règles et ainsi de suite. Nous sommes là aussi pour l'aspect sécuritaire, parce qu'il faut pas oublier que la gendarmerie, je reconnais personnellement, il y a l'aspect sécuritaire, on est bien content de les trouver quand il y a un problème. Et on est aussi là, du coup, pour, borner certaines choses pour éviter qu'il y ait des dégâts. Mmh. Moi, personnellement, je me vois plutôt effectivement dans le domaine, coach. Alors sportif, effectivement, parce que c'est à certaines personnes, ça va être un peu plus dynamique de d'autres. Mais oui, c'est sûr, parce qu'on est vraiment là pour essayer de motiver les troupes, pour essayer que nos adhérents conservent le moral. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important, même si des fois il y a des difficultés et essayer de leur donner des idées. Encore une fois, nous sommes là pour leur proposer toute une palette de services. Ils ont vraiment cette chance-là. Il y en a des fois qui n'osent pas l'utiliser, mais ils peuvent l'avoir. Donc autant qu'ils l'utilisent. Et encore une fois, je t'apprends rien, ça dépend toujours de la qualité de la personne qu'on a en face de soi. Que ce soit nous, l'adhérent, s'il est plus ou moins à l'écoute, ou des fois sa famille, le conjoint, souvent qui s'occupe de l'entreprise, ou des fois aussi la personnalité du comptable qui est en face de lui. Parce que nous travaillons en équipe, donc tu peux avoir des affinités, et c'est normal, nous sommes des êtres humains, des affinités avec telle ou telle personne, et ça dépend encore une fois du moment présent. C'est Ouais. des relations humaines. Et on n'oublie pas, je crois que tu le mentionnais, justement la semaine dernière que, dans tous les cas, l'entrepreneur reste responsable, en fait, Oui, complètement. du pilotage de son Bah, c'est entreprise. normal, hein, c'est son patrimoine, c'est Ouais. sa vie, des fois, c'est vraiment beaucoup d'investissement pour lui en énergie et Mmh. il y a aussi une fierté, c'est vraiment tu sur quelque chose de psychologique là-dessus. Mais oui, il est toujours responsable. Nous sommes là effectivement pour essayer de borner les choses au mieux là-dessus. On n'est pas à l'abri de faire des erreurs, ou de dire: «OK, ici tu peux il y a une zone un peu grise, tu peux peut-être y aller», ainsi de suite. Mais c'est vraiment l'aspect accompagnement sur lequel moi personnellement je vais insister, l'aspect conseil, justement pour aider les entreprises, à se développer, se porter bien et à vivre tout simplement bien. Donc toi, tu as vraiment une vision panoramique, sur la santé des entreprises qui sont, locales, ici dans les Côtes-d'Armor. Est-ce que Bruno, tu as un peu, une météo économique à nous partager? Ces temps-ci, est-ce que tu décèles un petit peu des tendances ou Ouais, ouais. pas? Bah, oui, effectivement, tu as complètement raison. Nous intervenons vraiment sur le tissu économique local. C'est propre à tout ce qui est cabinet d'expertise, Mmh. notamment ici dans les Côtes-d'Armor, parce que c'est un département assez peu peuplé. Nous, l'avantage au niveau de Serre-France, ça fait plus de 70 ans qu'on existe. Ouais, numéro, on va dire, on était les premiers là-dessus. Nous sommes vraiment bien implantés. Donc, nous avons après, du coup, un pôle, du coup, qui est là pour voir un peu les tendances économiques, D'accord. suivre certains adhérents. Nous connaissons bien les différents métiers qui sont propres, on va dire, aux Côtes d'Armor, mais également des fois ailleurs. Au niveau de la météo, elle est quand même assez bonne. C'est-à-dire Ouais. que voilà, il y a quand même des bonnes choses. Il y a des personnes qui veulent entreprendre, et comme des créations d'entreprises, des personnes qui se développent, des personnes qui viennent de l'extérieur. Donc il y a un afflux quand même de personnes qui viennent de les Côtes d'Armor, qui veulent investir, qui veulent s'investir, qui ramènent leur famille. Donc ça aussi, c'est important pour nous. Donc il y a un flux migratoire qui est opéré.
Après, par contre, tu as aussi l'aspect toujours psychologique, où quand tu as au niveau d'une politique nationale, internationale qui est pas terrible, automatiquement, bah, ça joue sur tout être humain, Mmh. parce que à partir du moment où tu écoutes les médias, ainsi de suite, donc ça va freiner ta consommation, ça va freiner des fois ton envie d'investir, ainsi de suite. Mais globalement, on voit que les entreprises se portent bien. Encore une fois, ça dépend les conjonctures, ton domaine d'activité ou autre, Oui, parce bien qu'il sûr. y a vraiment un peu de tout. Mais globalement, les entreprises se portent bien. Tout tout secteur confondu, c'est une année 2025 qui est positive. Hem Je pense notamment au centre-ville de Lannion où on remarque, qu'il y a beaucoup de roulements, qu'il y a, beaucoup de nouvelles, boutiques, que ce soit pour de la déco ou même pour de la restauration. Est-ce qu'aujourd'hui, cette année 2025 te fait dire qu'il y a un secteur d'activité qui fonctionne peut-être plus qu'un autre ou Tous les secteurs en fait d'activité, peuvent être amenés à fonctionner correctement. Moi, le secteur d'activité par contre qui fonctionne moins bien, on va le faire comme ça, la météo à l'inverse, ouais, ça va être le bâtiment sur le côté neuf. Parce qu'à partir du moment où tu au niveau conjoncture, les taux d'intérêt et les prix des matériaux, les difficultés pour obtenir aussi des fois des permis de construire à certains endroits et la pénurie de main-d'œuvre sur certains domaines, effectivement, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux, d'accord. pour le neuf et donc ça va impacter effectivement après, en cascade, des fois d'autres domaines d'activité, et également aussi au niveau de la rénovation. La rénovation se porte toujours très bien parce que voilà, ils ont un savoir-faire et puis il n'y a pas de problème de commande. Par contre, il y a des personnes effectivement qui peuvent être beaucoup plus impactées que d'autres. Au niveau de tout ce qui est commerce centre effectivement, on voit qu'il y a une envie d'entreprendre. Des personnes effectivement qui se lancent là-dedans, il peut y avoir des enseignes, des personnes qui investissent, tout ça, c'est vraiment positif. Par contre, au niveau de Lannion, bah, nous subissons effectivement un autre impact qui est le délabrement, on va dire, de certains bâtiments. Donc ça, Ah même oui. si la collectivité, effectivement, veut agir en mettant des plans, en disant, voilà, il faut rénover, ainsi de suite. Par contre, à mon sens, ça ne suffira pas si effectivement il n'y a pas derrière une fréquentation, s'il n'y a pas une chalandise. Les aspects, l'aspect internet et l'aspect aussi des zones commerciales a son effet, ça c'est certain, parce qu'il y a une ouais, recrudescence à ce niveau-là. Par contre, le fait honnêtement de supprimer autant de places de parking au niveau du centre-ville, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal Mmh. à beaucoup d'artisans et de commerçants qui sont dedans. De créer pourquoi pas effectivement, parce que nous sommes quand même un département touristique, donc ça c'est positif, de valoriser en fait le Léguerre et de faire un chemin de promenade pour sécuriser les familles et flâner, ça c'est positif et au niveau commerce, on peut le faire. D'augmenter, on va dire, la surface disponible pour faire une belle place pour recevoir des animations comme on a actuellement au marché de Noël, Mmh. il y a pas de souci en tant que tel. Par contre, le fait de pas rouvrir le parking le restant de l'année, ça pose quand même problème. Après, au niveau politique, dans quelle mesure ce sera possible à faire, au niveau national comme local, au niveau du centre-ville, à mon sens, hein, à mon humble sens, et ça je dis ça, c'est pour les prochaines municipales, hein, si quelqu'un est capable de le mettre en musique, À bon entendeur. voilà, c'est parce qu'on ne sait jamais, des fois il y a des idées qui peuvent germer. Moi, à mon sens, on pourrait peut-être concilier à la fois l'aspect touristique avec l'aspect fiscal et l'aspect un peu, on va dire, médiatique. La mauvaise presse qu'on met sur Airbnb, en disant comme quoi effectivement ça mange du logement disponible, du coup pour les jeunes, pour des familles, ainsi de suite. Bah, à ce moment-là, pourquoi pas le centre-ville effectivement qui dépérit avec des vieux bâtiments qui sont en fait conçus pour des familles commerçantes. C'est-à-dire que tu as le fond en bas et tu habites au-dessus. Pourquoi pas en fait, hein, les rendre complètement les autoriser en fait à une nouvelle destination, donc ça c'est une décision politique, les rendre en fait accessibles en fait, du coup à des personnes qui investissent les lieux pour faire de la location touristique de courte durée. Au moins les taux, ça permettrait du coup de faire affluer beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions, en fait, dans les caisses des entreprises de bâtiments, des taxes, parce que du coup tous les bâtiments seraient rénovés. Une rénovation de bâtiment, c'est 300-400 000 € facile. Et là, par contre, des personnes qui feraient des investissements de type Airbnb là-dedans, n'hésiteraient pas en fait à les lâcher. On l'a bien vu après le Covid, comme quoi il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues investir des petites et même des fois des plus grosses surfaces, pas que pour des raisons secondaires, mais également pour eux. Mmh. Donc, et après, il y a aussi l'aspect investissement. On a eu un afflux de personnes. Moi, je pense vraiment qu'on peut jouer sur cette cartouche-là en disant: «OK, les investisseurs, vous êtes les bienvenus au centre-ville». On délimite vraiment une zone là-dessus. Vous pouvez investir, comme ça, au moins, nos bâtiments seront sécurisés, pas de Mmh. menace d'effondrement comme on peut voir sur certains types. Voilà, et c'est pas que valable à Lannion, il y en a d'autres ailleurs, hein, parce qu'on est concerné par la mérule et d'autres choses. Ouais. Ça valoriserait, en fait, du coup, le centre-ville, ça crée un effet dynamique à ce niveau-là et vraiment, au niveau des entreprises, bah, du bâtiment, je t'apprends rien, c'est vraiment local. Ça fera vraiment des deniers Ça là-dessus ferait du bien. et au niveau de la collectivité, ben, ça nous ferait rentrer plus de taxes,
pour les entreprises, les taxes professionnelles, la CFE pour ceux qui connaissent un peu plus la chose et ça valoriserait vraiment, vraiment, vraiment la donne. Tout en évitant une pression en fait sur le logement, ailleurs. Voilà, ça peut se régler, encore une fois d'un point de vue fiscal, c'est vraiment une idée à creuser. Donc là, on parle de bâtiments, Ouais, d'immobilier. c'est exactement ça, notre tissu, courant en fait et les commerçants qui sont dedans. Hem, Est-ce que tu as un secteur d'activité que toi, tu accompagnes davantage? Peut-être, 60 des adhérents que tu accompagnes appartiennent à un secteur d'activité Non, pas particulier ou pas? particulièrement. En Non? fait, moi là-dessus, je suis vraiment polyvalent et mon parcours pareil. J'avais une grande tendance avant, c'était pour tout ce qui était bâtiment immobilier. Ah oui, Justement, je d'accord. connais assez bien. Et par contre, après, j'ai évolué sur aussi tout ce qui était grande surface. Ah, Et après, on a aussi tous les, tout encore une fois, il y a tellement, tellement d'activités différentes des fois qu'on ne visualise pas. Des prestataires de services, des personnes qui font de l'achat-revente pour l'international. Ça, il y en a j'en ai quand même pas mal aussi là-dessus. Des secteurs du stratégiques. tu parles du dropshipping ou pas du tout? Alors ça, je sais pas C ce que ça veut dire. c'est, Je suis pas trop porté sur l'anglicisme. et ben, le dropshipping, c'est ça, c'est acheter par exemple, en gros, depuis la Chine et après ils font de la revente, partout dans le monde. Ça, j'ai déjà vu, mais moi personnellement, je n'ai pas ce genre d'adhérent. D'accord, d'accord. Donc quand tu dis achat-revente, c'est Ça va être, des matières naturelles ah ouais, qui OK. ensuite sont remis là-dedans et sinon ça va être aussi après des choses plus technologiques Ouais. qui sont, du coup des morceaux qui viennent de différents pays du monde, qui sont ensuite, réassemblés en France et après qui repartent en France ou vers l'Europe ou l'international en fonction des configurations. Non, c'est vraiment il y a vraiment, vraiment beaucoup de métiers différents, localement. À Lannion, on est bien gâté aussi, on a vraiment une particularité au niveau des technologies et Oui. donc oui, il y a beaucoup de choses à faire, au niveau de l'entrepreneuriat et de l'expertise comptable. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un métier que tu as rencontré il y a peu, qui intègre, l'intelligence artificielle ou pas et où tu t'es dit: «Ah waouh, je découvre un métier, quoi»? Alors au niveau de l'intelligence artificielle, donc ça fait déjà quelques années qu'on en parle, hein, et qu'il y avait avant il y avait les balbutiements, avec certains schémas de reproduction, on va dire, mécaniques. Là, on se retrouve effectivement avec des outils. En fait, c'est pas des métiers en tant que tels. On voit pas l'émergence de métiers. On voit surtout, enfin pour l'instant, parce qu'après il y en a peut-être effectivement qui se spécialiseront dedans. Moi, je vois surtout une intégration d'outils. Donc dans beaucoup de professions, ils vont utiliser effectivement certaines choses, du coup, pour se développer ou du moins se démarquer. Donc voilà. La profession principalement qui vient à l'esprit, bah, c'est moi ma c'est l'expertise comptable. Ah oui. Parce qu'en fait, déjà au niveau de la transition des outils, nous ne sommes pas du tout en reste par rapport à d'autres professions, parce qu'encore une fois, nous sommes là pour accompagner les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, effectivement, il y avait des outils de digitalisation, il y a pas que la numérisation, il y avait vraiment ça. Mais, au niveau de l'intelligence artificielle, ce sont des choses qui sont intégrées de plus en plus dans nos outils. En fait, pour à la fois de juridique, fiscal, mais également pour tout ce qui est justement traitement de la donnée. Mmh. Sans parler de tout ce qui est sécurité informatique. Donc ça, par contre, après, que les enjeux à venir, on va voir ce que ça donne. Par contre, nous ne sommes pas du tout en reste et à niveau de Serre France, c'est clairement appréhendé, prévu depuis longue date, on va dire. C'est encore une fois, tout ça, c'est du temps à mettre en œuvre, de l'appréhender, mais c'est fait enfin, vraiment par partie de notre stratégie. D'accord, super. Peut-être vous avez une sorte de chatbot, d'IA, intégré dans votre interface en interne qui vous permet aussi de gagner On a du des temps ou outils des ouais, il y a des outils qui sont prévus enfin, qui sont présents dans notre plateforme, ouais. mais également dans certains outils que nous utilisons, du coup, au quotidien. Et donc si on revient aux adhérents qui viennent, te voir Bruno, si tu avais, peut-être une erreur de gestion, hem, à, à pointer du doigt, je dirais en leur disant: «Attention, cette erreur-là, il faut à tout prix l'éviter», laquelle ce serait? Ah bah, c'est déjà, ça va dépendre à quel niveau. OK. Du et c'est par exemple pour ceux qui se lancent, l'erreur à ne pas faire, comme on le disait la dernière fois, bah, du coup, c'est de ne pas être accompagné. Il faut vraiment, vraiment être accompagné dès le début pour, juridiquement, comptablement, pour vraiment, être un peu plus serein au niveau de l'activité. Au niveau des erreurs de gestion, on il y a un peu de tout si tu veux, mais en général les entrepreneurs ne font pas les choses au hasard. Ils engagent pas leur patrimoine, leur temps, leur réputation, de manière hasardeuse. Il y a les gens, ils ont prévu la chose, nous sommes vraiment là pour après pour les aiguiller, les accompagner, essayer de rectifier quand on peut certaines choses. Ou même au niveau de l'aspect trésorerie, parce que, c'est la vraiment l'immense majorité, ils partent déjà avec en fait un pécule
Et donc en fait, leur entreprise n'a pas de difficulté, au démarrage. Ce Mmh. sont des choses qui peuvent se faire après. Au niveau horaire de gestion, ça pourrait effectivement le fait de ne pas intégrer correctement des partenaires. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, mais encore une fois, qui est pas inné. C'est avoir du coup des nouveaux fournisseurs, des nouveaux clients, des nouveaux salariés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et ça, c'est pour ça, c'est toujours bien de pouvoir en discuter avec des confrères ou avec du coup, un juriste ou l'expert comptable. Ça, c'est vraiment très, très important. Oui, parce que finalement, toi, le fait aussi d'avoir un vivier d'adhérents, ça te permet grâce à tes échanges, de pouvoir conseiller Oui, d'autres complètement. adhérents sur, les mêmes problématiques, ou futures problématiques. Là, tu parlais de Exactement. C'est recrutement et cetera. l'effet d'expérience, hein, Mmh. ça sert vraiment à ça, l'aspect conseil et accompagnement poussé. Et donc oui, on essaie de faire bénéficier de ce partage Oui. d'expérience. Tout ça, c'est du temps, ça c'est certain. Il faut avoir aussi l'envie de pouvoir accompagner les choses. Après, il faut que les entrepreneurs aussi puissent avoir envie d'écouter, parce que des fois, ils ne veulent pas écouter, pour Oui. différentes raisons. Mais encore une fois, ça reste vraiment, vraiment accessible et c'est vraiment une communication positive qu'on peut faire en leur faveur. Et justement, on parle souvent un peu de solitude du Mmh. dirigeant, face à ces chiffres. Donc au-delà de toi sortir, un bilan une fois par an, là tu nous parles de l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire comment il se matérialise au quotidien? À quel moment précis l'entrepreneur, il doit décrocher son téléphone en gros pour t'appeler? Ou peut-être est-ce que toi, tu mets en place un système, peut-être de prise de contact, alors peut-être pas tous les mois, mais peut-être tous les 6 mois? Comment se passe l'accompagnement? Alors l'accompagnement, il va prendre différentes, tournures. Déjà, ils peuvent m'appeler quand ils veulent, hein, ça là-dessus, il y a pas de souci. Il y en a des fois même qui appellent juste pour prendre des nouvelles, c'est juste comme ça, ils sont Ah yes! contents ou ils ont réussi quelque chose, on en avait discuté avant, donc ça fait toujours plaisir effectivement, ça fait partie de l'échange. Ensuite, nous fonctionnons en équipe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas obligatoirement moi qu'ils vont avoir. Ils peuvent avoir d'autres personnes. Donc moi, D'accord. des fois, par exemple, il y a des jeunes qui sont assistants, à plus ou moins un degré, là-dessus, donc c'est eux qui peuvent avoir. On peut les avoir aussi que pas par téléphone, on peut aussi les avoir du coup par email. Voilà, ça fait des choses comme ça. L'avantage des emails, c'est aussi tout ce qui est capture d'écran. Parce que c'est pas juste des fois pour envoyer du blabla, c'est aussi pour mettre des captures d'écran en disant: «Bah, tiens, regarde ici, il y a ça» et c'est beaucoup plus visuel. On les a aussi des fois par Teams, hein, par conférence, et autres. Donc ça peut être quelque chose de pas mal, des rendez-vous physiques, donc tout ça, c'est disponible. Au niveau de la fréquence, la grande fréquence que nous avons justement, c'est du mensuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart de nos adhérents ont des déclarations de TVA mensuelles. Donc en fait, il y a des échanges mensuels qui se font. Donc avant, les gens déposaient par papier, mais aujourd'hui, ça fonctionne par plateforme. Donc on n'a plus le rendez-vous physique, on va dire, là-dessus. Mais après, il y a plein d'adhérents, franchement, ça les arrange. Parce qu'avant, c'était plus compliqué pour eux. Il y a peu d'entreprises, en fait, sur lesquelles on peut aller physiquement au niveau des documents. Et encore une fois, tout ça, ça prend du temps, donc c'est de l'argent. Et eux-mêmes, il faut qu'ils soient disponibles. Des fois, ça les arrange pas. Je pense qu'à tout un tas de personnes, des fois, c'était leur domicile, Mmh. donc c'était pas très pratique. Donc quand c'est leur souhait, on le fait. Sinon, en fait, ça va fonctionner par le coffre. Au niveau de la TVA, donc la plupart du temps, on n'est pas là en train d'harceler les gens en leur disant: «Il nous manque, tel ou tel petit papier tous les mois». Globalement, on fait les déclarations de TVA assez bien. On leur demande une confirmation de certains types de documents pour éviter effectivement qu'au niveau de leur trésorerie, on pâtisse et surtout aussi des fois qu'on a des doutes sur certaines pièces. Après, ça dépend encore une fois des personnalités. Il y a des entrepreneurs qui veulent avoir mensuellement un point sur des choses qui leur manquent pour qu'on puisse du coup, être à jour avec eux. Pourquoi Mmh. pas? Après on a en niveau récurrence, on a certaines échéances fiscales dans l'année, notamment la déclaration de revenus. En général, ça colle plus ou moins avec leur bilan pour ceux qui sont au 31 décembre. Donc en fait, les échanges se font là. Ah oui, Moi ça se fait pas autour de d'avril? Bah si, Non? justement, Ah oui, mais oui. quand tu as un bilan OK. le 31 décembre, ton bilan, il faut que tu le fasses, en gros, on va dire, jusqu'au 30 avril, 15 mai et donc ça permet de boucler ton année, fiscale et sociale. Donc c'est pour ça que ça fait échange. Moi, personnellement, j'essaie d'avoir certains types de rendez-vous, plus ou moins formels, avec les personnes au fur et à mesure ou des fois, même en amont, j'essaie aussi de prendre connaissance de leurs chiffres Ouais. pour voir un peu comment ça se passe sur certains points clés. Parce que Sur des notamment sites comme Papers ou non, directement, non, en non, les non, pas du appelant? ah non, c'est vraiment en appelant ou en Ouais. regardant les données effectivement qu'on a pu collecter en amont avec nos collègues pour faire la déclaration de TVA. Ouais. Notamment quand j'identifie des adhérents qui ont des fois certaines difficultés à certains niveaux ou qui se lancent. Parce que ceux qui se lancent, je vais être beaucoup plus vigilant pour voir un peu comment ça tourne au niveau de la production des flux d'informations. Est-ce que réellement ils nous donnent les choses? Est-ce qu'ils sont à l'aise? Et comment se porte leur activité? La trésorerie, ça c'est vraiment important. Donc on essaie de faire ça. Mais encore une fois, ça dépend les personnes et nous-mêmes, nous avons notre calendrier, nos échéances. C'est pas facile d'être partout.
Avec, ouais, j'imagine avec une veille réglementaire, là, on a le budget 2026 qui va arriver Mmh. aussi, qui va peut-être bousculer certaines choses et en tout cas, il faut rester attentif, à tout ça. On parlait de la fameuse, justement, loi, autour de la facture électronique. Dans l'épisode précédent, je t'invite à revenir sur cette question parce que c'est un sujet qui inquiète ou en tout cas qui interroge, énormément les professionnels. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette réforme qui est, évolutive, si je ne m'abuse, puisque je crois que, le elle est, elle est obligatoire à partir de 2026, mais véritablement en 2027 pour tous les secteurs d'activité, c'est Oui, ça? c'est ça dépend en fait de la taille d'entreprise. D'accord, Pour les petites entreprises, l'échéance, c'est fin 2026 pour l'obligation de recevoir en fait les données numériques de la part de leurs fournisseurs d'accord. et 2027, ça va être l'émission. Encore une fois, au niveau des factures de vente et on attend du coup après tout ce qui est décret pour tout ce qui est fichier de caisse, pour, de remonter tous les 10 jours à l'administration fiscale. Encore une fois, par rapport aux fraudes. La logique, historique, c'était au niveau des pays de l'OCDE, c'était justement lutter contre tout ce qui était fraude. Voilà, pour les collectes de taxes, hein, parce qu'encore une fois, nous, le moitié du budget de l'État, c'est la TVA. Donc, il y a eu des carrousels. Alors, il y avait déjà eu des réformes avant dans le bâtiment, mais la facture électronique, c'est aussi pour l'aboutissement. Après, on peut aussi, voir ça de manière positive, en se disant: «Les entrepreneurs seront moins en train de courir, derrière leur facture fournisseur, en train de se dire: "Ouais, pourquoi je l'ai pas reçu papier, je l'ai pas reçu par email, je suis pas d'accord avec", ainsi de suite». Mmh. Théoriquement, ça arrivera du coup sur leur plateforme certifiée. Voilà, donc ils devront même la valider dessus et donc ça leur permettra du coup on va dire d'avoir une certaine réactivité. Par Ouais, contre, leur vigilance restera toujours de mise. C'est pour ça que c'est pas en soi une révolution, parce qu'il va falloir toujours vérifier ses factures. Est-ce que c'est toujours conforme par rapport à la prestation qu'on a reçue ou les marchandises? Donc ça, c'est pour ça, en soi, il y a pas trop grand réforme. 2026-2027, normalement, ça devrait, être assez transparent pour la plupart des entreprises, du moins pour les entreprises qui ont été accompagnées par leur cabinet d'expertise comptable, mmh, correctement en amont. Et ça, on sait que ça représente même pas la moitié en fait, des entreprises. Il y en a malheureusement, on découvre encore une fois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, leur cabinet ne leur a jamais parlé de la facture électronique. mmh. Alors pourquoi pas? Parce que ça peut être des fois un non-sujet, parce que pour ceux qui sont déjà équipés on va dire de plateformes à peu près similaires, qui avaient déjà des reconnaissances, ainsi de suite. Par contre, pour, d'autres personnes, on se pose quand même des questions dans quelle mesure ils vont pouvoir faire ça. Ceux du bâtiment, des fois sont un peu plus, à jour, parce qu'en fait, ceux qui travaillent avec les administrations utilisaient déjà Chorus. Donc en fait, ils ont Ah déjà oui, une habitude, on va dire, numérique. Puis encore une fois, ça dépend aussi des personnalités et des âges, hein, parce que tout ça, c'est du coup, ça va dépendre de ton ordinateur, du smartphone, ainsi de suite, de tes habitudes. Nous sommes là, encore une fois, pour accompagner les entreprises. parce que, le logiciel que vous proposez, il est accessible en applicatif, Ah enfin oui, en application sur le ça tient dans smartphone? ta main. OK. Le principe, c'est que c'était ton entreprise dans ton smartphone. Après, tu peux bien sûr l'avoir sur ordinateur, ainsi de suite, mais le but, c'est ça, c'est vraiment d'avoir quelque chose de souple. Ouais. Voilà, ils peuvent consulter, ils valident leur bulletin de paye dessus pour quand ils ont des salariés. Il y a vraiment et encore, il y a d'importantes modifications qui vont être faites en 2026-2027, justement pour intégrer d'autres flux et faciliter la vie d'entreprise. Et donc là, on parle de digitalisation, de l'entreprise, Mmh. du dirigeant. Si on fait un zoom sur ton métier à toi, le Mmh. métier de comptable, il se digitalise aussi énormément, en tout cas depuis ces dernières années. Je pense aux scan de factures, aux applis bancaires et cetera. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ton métier, justement, vis-à-vis de ces changements? Comment tu les accueilles et peut-être est-ce que tu vois des nouveaux changements qui vont, opérer? Alors la numérisation, si tu veux, c'était il y a 15-20 ans. Ouais. En fait, c'est tu avais vraiment les premières numérisations, c'était ça. C'est un peu vieux maintenant, si tu veux. Et aujourd'hui, pas de digitalisation et numérisation, Ouais. mais plutôt, automatisation. Alors Tu vois, pour tout ce qui est, les fiches de paye, ouais, hem bah, ça, c'est pareil, c'est nous, encore une fois, nous ne sommes pas du tout une profession en reste, hein, donc en fait, nous sommes globalement bien équipés, pas du tout à la traîne comparé à d'autres entreprises et en plus, ça nous permet de chaque fois d'apporter aussi des solutions. Les entreprises, des fois, on les installe
dans les entreprises en fonction des dimensions. Là-dessus, franchement, quand je vois, on est assez bien placé dans la profession, justement pour répondre à ces enjeux-là. Au niveau effectivement de tout ce qui est automatisation, ça c'est vraiment des choses qui se sont faites au fur et à mesure du temps. Moi j'ai connu ça effectivement à mes débuts, ainsi de suite, des systèmes de reconnaissance, les premières reconnaissances, les premières automatisations, justement dans le but, du coup de gagner du temps Mmh. pour de la fois la productivité, parce que nous sommes entreprise, donc pour gagner en productivité, mais également en réactivité par rapport à nos clients. Mmh. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui se faisait au fur et à mesure. Vraiment après tout ce qui est l'intégration on va dire de plus poussée, voilà, donc quelque chose qui se rapproche de plus de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on voit apparaître depuis, on va dire 5 ans. Où là vraiment il y a un cap qui a été franchi, heu, beaucoup avec aussi on va dire du traitement qui se faisait en Afrique ou en Inde. Voilà, donc après pour tout ce qui est apprentissage et après on le voit clairement apparaître dans nos quotidiens. Et donc toi, est-ce que justement, je suppose que tu apprécies ces changements parce que ça te permet de passer éventuellement plus de temps, dans le conseil auprès des adhérents? Alors ça, c'est l'idéal effectivement, c'est de Ouais. pouvoir dégager du temps, sur certaines tâches rébarbatives, Mmh. justement pour être beaucoup plus à l'écoute des clients, pour du coup les aider dans leur quotidien. Par contre, ce qu'on aperçoit, je t'apprends rien, c'est bien quand ça marche, mais quand ça marche pas, là par contre ça devient beaucoup plus compliqué parce que du coup tu as pas la maîtrise et quand tu as un outil effectivement sur lequel tu peux être bloqué ou par exemple le portail des impôts des fois qui est bloqué aussi, Mmh. ça devient un peu plus compliqué et là, ouais, c'est pas facile. J'ai presque plus de cheveux donc on s'en est déjà tiré plus d'une fois. Heu, Tu Par te les ai contre, trop arrachés. voilà, mais par contre, oui, dans l'idée, c'est ça. Parce que moi, j'aime bien, du coup, avoir quelque chose de réactif, Mmh. pour que les clients qui sont sérieux et autres diligents, qui veulent aller de l'avant, au moins, on leur propose, du coup, une prestation de qualité Oui. qui est rapide à ce niveau-là. Après, il faut encore une fois, et là, tu l'as bien compris, quand je parle, au niveau des clients adhérents, ça dépend encore une fois de leur personnalité. Ouais, c'est souvent ça. Enfin, on Voilà. revient souvent à ça quand même, hein. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes, et encore une fois, c'est leur culture, ils préfèrent avoir un échange mensuel, papier, ainsi de suite. Mmh. Et ce qui se comprend, ils avaient été habitués comme ça, où ils aiment bien le contact, encore une fois, humain. Ce qu'il faut pas perdre au fur et à mesure de vue, c'est justement la relation humaine qui doit rester ici. Donc on essaye à chaque fois, de faire au mieux, de créer des contacts. Encore une fois, nous sommes dans la vie des personnes, vraiment impliquées, nous connaissons beaucoup de choses sur elles, nous sommes là pour les aider, on est vraiment, là pour les écouter, on a le secret professionnel qui est présent. C'est vraiment très, très important qu'on puisse continuer à avoir cette relation de confiance sur le long terme. Moi, je mise toujours sur le long terme, donc c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure du temps. En général, c'est payant, mais encore une fois, personne n'est à l'abri d'erreurs, de changements de personnalité en face, ainsi de suite. On est en général assez, attaché aux adhérents et inversement, les adhérents sont assez attachés aux comptables, parce que justement, il y a un aspect de récurrence. Contrairement malheureusement aux banques où, les conseils vont changer tous les 3 ans. Nous, par contre, on peut être là beaucoup plus un peu plus longtemps et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a certains clients qui sont pas très ravis quand il y a un changement de comptable, parce que des fois, il y a quelqu'un qui est muté, quelqu'un qui a envie de faire autre chose, qui est en arrêt maladie, ainsi de suite. C'est pas facile parce que du coup, tu changes des habitudes et c'est toujours long, en fait, pour se réinsérer dans une entreprise. Si tu pouvais, Bruno, donner un seul conseil en or, une sorte de règle d'or, financière, auprès des coworkers, du BHZ Coworking, qui ou d'autres entrepreneurs qui nous écoutent, principalement des indépendants. Quand je dis règle d'or, ce serait toi ton conseil, le conseil le plus vertueux que tu peux partager, quel serait-il? À part se faire accompagner. Bah Ça je sais que Ça, c'est c'est clair et évident. net, Ouais, c'est évident. bien se faire accompagner, ça, Mmh. c'est vraiment C'est le numéro un. le principal, Ouais. parce que encore une fois, le partage d'expérience. En fait, ça va rejoindre un peu ce que tu as dit les autres fois, Mmh. du coup, c'est surtout ne pas s'isoler. Ouais. Voilà, ne pas s'isoler, conserver le moral, ne pas hésiter à en échanger, en fait, avec des partenaires. Des fois, c'est même les confrères, hein. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui mangent, en fait, avec leurs confrères, leurs concurrents directs, parce qu'en fait, il y a pas de mauvaise chose, en fait, en soi. Et ça leur permet, du coup, d'avoir des informations sur la profession, ainsi de suite. Donc moi, c'est vraiment l'aspect moral. Si déjà le moral est bon, voilà, le reste suivra globalement, positivement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Au niveau effectivement d'autres conseils en tant que tels, c'est de surveiller la trésorerie, mais ça en général le font, hein. Mmh. Tout le monde, surtout avec les smartphones, ils vérifient tous les jours leur trésorerie, ils vérifient les encaissements. Ça, c'est vraiment important parce que c'est un bon indicateur de santé. D'accord.
Donc, pour les petites entreprises, les micros, je pense, parce que du coup, BHZ, c'est principalement des micros. Bah, voilà, c'est encore plus parlant parce que justement, tu as pas encore le fonds de roulement au niveau de l'achalandise. Bah, donc tu es effectivement plus rivé dessus. Et des fois, tu dis: «Comment je vais faire pour me payer?» Ou parce que tu sais aussi que tu as l'échéance de la fin des ARE, qui arrive et donc tout ça, effectivement, ça devient primordial, mais ça se comprend et Et si on a envie, suite à ces 2 superbes épisodes, de se faire accompagner par Serre mmh France, est-ce qu'on peut avoir un indicateur d'abonnement? Est-ce que c'est, un prix mensuel? Est-ce que Serre France propose des accompagnements avec un forfait annuel? Et si tu peux nous présenter peut-être une fourchette, pour qu'on se situe? Alors tout ça, c'est vraiment très, très aléatoire. C'est du cas par cas? Ah, de toute façon, c'est toujours, oui, Ouais, du cas par cas parce qu'il y a que sur internet où en fait, ils te mettent un tarif et tu dis: «C'est génial», mais bon, voilà, c'est oui. fortement déconseillé. Non, nous, déjà, déontologiquement, nous avons une lettre de mission. C'est-à-dire que déjà, c'est un engagement annuel. C'est-à-dire qu'on on est par tu pars pour une période bilan, c'est normal, tu peux pas faire un morceau à un endroit, à un autre. Ensuite, on est comme tiers de confiance, donc dit confiance, en général, tu essaies d'avoir, quelqu'un qui va te suivre pendant quelques années, donc on s'inscrit sur une durée. Donc ça, c'est vraiment important. Au niveau après des tarifs en tant que tels, il y a l'aspect TVA parce que pour la personne qui ne récupère pas la TVA, effectivement, ça va venir se rajouter. Pour les autres et on va raisonner hors taxe. Donc je fais cette distinguo-là pour Mmh. justement les micro-entrepreneurs qui ne sont pas encore soumis à TVA. Voilà, ça effectivement, ça ne va pas parler de la même chose. Ça va leur rajouter ou non 20. Au niveau, des tarifs, nous vendons du temps. Voilà, nous traitons de l'information, nous vendons du temps. Donc en fait, ce temps-là, ça va dépendre effectivement de la qualité de l'organisation de l'entrepreneur lui-même et ensuite le volume. Tu as toujours un aspect de volume et après il y a des particularités de métier. Alors pour le minimum que tu observeras, en général pour toute entreprise, ça va toujours être en gros 1 000 € hors taxe. Parce que derrière nous, déontologiquement, il y a toujours un dossier de travail qui est fait pour le sérieux, parce que nous sommes contrôlés par l'ordre. Nous avons après un suivi minimum là-dessus, en cas de contrôle fiscal et ainsi de suite, bah, de pouvoir justifier comment les travaux ont été menés et dans l'intérêt de l'entreprise. Il y a toujours un minimum de traitement qui se fait, donc oui, c'est pas complètement normal. Après, ça dépend aussi de la politique du cabinet. Est-ce que du coup, dedans, tu intègres ou pas, des plateformes? Est-ce que tu intègres d'autres logiciels qui sont connexes? Ça va dépendre aussi, est-ce que tu, mets une assurance fiscale en cas de contrôle? Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc en fait, c'est vraiment de la couture. C'est-à-dire qu'en fait, nous rencontrons du coup les prospects, ils nous exposent leurs besoins, nous définissons du coup une proposition qu'ils acceptent ou non et après du coup, ils sont engagés avec nous, du coup, pour leur période de bilan. Voilà. Et après, ça dépend aussi si tu as des salariés. Si tu as des salariés, c'est pareil, c'est une mission sociale qui viendra se greffer. Si tu es en société, c'est pareil, tu peux faire par toi-même, hein, ton juridique, hein, comme les payes, hein. Honnêtement, c'est quand même un métier un peu particulier. Il y a des choses que tu peux faire, il y a d'autres choses, il vaut mieux effectivement Tout bien être accompagné. centralisé et Bah, être accompagné, voilà, ouais. c'est beaucoup mieux là-dessus. Mmh. Et encore une fois, il y a c'est le principe de liberté, hein. Tu peux faire toi-même théoriquement, un entrepreneur peut a le droit de faire lui-même sa comptabilité, sa liasse fiscale, ses bulletins de paye, son juridique. Ah! Il y a OK. pas de Il me semblait pas que de pour contrat les là-dessus. micros, il y avait pas d'obligation, de comptabilité si, d'avoir un système de comptabilité avec son livre de recettes et C'est cetera. ça. Mais par contre, quand on était, ensuite en société, là, on est obligé Alors, d'avoir c'est pas que société, un c'est au comptable. réel. Le micro, justement, le principe, c'est un régime forfaitaire. Mmh. D'accord? Donc c'est assez simple. Par contre, bah, effectivement, souvent, malheureusement, ils ont pas de suivi. Donc, des fois, il y a des choses qui sont pas terribles. Et des fois, on leur dit: «Bah, tu aurais été au réel, ça aurait été plus intéressant pour toi». Ou du moins, tu pas les conseils derrière. Encore une fois, c'est ça, c'est la règle du jeu. Mmh. Alors, faut pas oublier que tout ce qui est micro-entreprise, ça a vraiment été fait justement pour essayer de développer une envie, en fait, d'entreprendre. Donc ça, c'est quelque chose de positif, mais ça fait pas toute la vérité. C'est pour ça qu'il y a des personnes, dès qu'elles dépassent un certain cap, qu'elles peuvent vraiment en vivre, bah, ça devient des professionnels et bah, là, en tant que professionnel, il vaut mieux être accompagné. Oui, c'est ça. Mais moi, malheureusement, j'ai déjà vu des personnes qui étaient au régime réel, c'est à faire vraiment l'IAS, en fonction de leurs véritables bénéfices qu'ils faisaient eux-mêmes et là, par contre, il y avait beaucoup, beaucoup de dégâts. Parce que les personnes, en fait, rataient beaucoup de choses, payaient des choses complètement inutilement, n'avaient pas de couverture comme il le fallait. Ouais, ça faisait mal. Encore une fois, il y a les principes de liberté, des personnes qui peuvent le faire, Mmh. qui trouveront notamment aujourd'hui des choses sur internet ou en commerce, ils peuvent acheter certains logiciels. Moi, je leur déconseille fortement. Ça, c'est certain. Mais encore une fois, pour dire que je suis intéressé dessus, mais non, honnêtement, Non, du tout. ce serait pas leur intérêt. C'est, non, c'est vraiment dans une logique de conseil et puis, heu, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que,
et notamment quand on passe au réel de, micro-entrepreneur à EI, enfin, Mmh. entreprise individuelle au réel, on se rend compte que, quand on sort du lit le matin, on réfléchit différemment. On «vit» entre guillemets pour ou sur, je sais pas trop, son entreprise. C'est-à-dire que, on se rend compte que finalement, on peut typiquement acheter une fois par mois de la lessive pour son entreprise quand on est, au réel, alors qu'en micro, effectivement, on a 0 charges qui sont déductibles et après au-delà de la lessive, évidemment, il y aura tous les forfaits des logiciels, on il y a les amortissements qui sont possibles aussi pour, le matériel, le téléphone, l'ordinateur, la voiture aussi. Enfin, il y a plein de choses Tu oublies le principal, passionnantes les à cotisations sociales. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es au réel, ce sont tes cotisations sociales qui deviennent des charges. Donc en fait, tu diminues ton résultat fiscal et après ton résultat social aussi là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a plein de micros et qui ont du mal à appréhender la chose, que des fois une situation au réel est beaucoup plus intéressante. Mais encore une fois, ça va dépendre des frais. Ceux qui sont en prestations pures et qui travaillent de domicile et autres, qui n'ont pas le loyer, ainsi de suite, voilà, en général, la situation micro leur convient parfaitement. Par contre, pour tout un tas d'autres personnes, notamment quand elles commencent à dépasser les 20 000 30 000 € de chiffre, là, effectivement, on va se poser la question, est-ce que je passe au réel? Outre l'aspect réglementaire, hein, parce que c'est pas la première fois qu'ils parlent de passer un seuil à 25 000, voilà. oui. Donc est-ce que réellement ce seuil-là, à un moment, sera validé? Bon, je pense qu'à terme, ils le feront avec la facture électronique, hein, et puis ça d'un côté, ça je pense que ça pourrait aider beaucoup de micro-entrepreneurs, en fait, à mieux être accompagnés. Je crois que ce qui est dans les clous, c'est que ce seuil des 25 000 € soit, exclusif aux, artisans du bâtiment, mais à voir s'ils le Bah, valident. ils font des avances de recul à chaque Mmh. fois, donc Oui, pourquoi oui. pas? Puis encore une fois, il y a toujours l'histoire de vouloir éliminer tout ce qui est black. Voilà, ça c'est vraiment l'idée. C'est ça la raison principale, je Alors pense, pour de toute façon, ils laquelle avaient déjà travaillé dessus avec tout ouais. ce qui est restauration et bâtiment avec les taux réduits, hein, donc ça effectivement, il y a l'aspect effectivement non déclaration, l'aspect aussi protection du consommateur et protection aussi des salariés parce que du coup, il y a plein de personnes qui ne sont pas assurées. Il faut voir ça aussi en tant que citoyen, l'aspect global. Encore une fois, il faut pas se leurrer, tout ce qui est black, ça sert aussi à huiler l'économie parce qu'il y a plein de petites, entreprises, plein de petites mains, en fait, qui ont besoin, en fait, ça et même psychologiquement, qui ont besoin de ça, en fait, pour se dire: «OK, c'est bon, j'ai travaillé, j'ai ramené quelque chose» et ça, c'est quelque chose de pas compréhensible au niveau humain. Là, on n'est pas en train de parler effectivement de personnes qui sont en train de faire des business à côté, de la drogue, ou Non, des choses comme ça. On parle vraiment de petites entreprises et tout le monde le sait et en général, la plupart des personnes le comprennent. mais je te rejoins à 300. Merci beaucoup Bruno pour, pour cet épisode. On a envie d'en savoir plus, donc ce qu'on peut faire, c'est aller voir peut-être le site de Serre France Oui, tout à fait. pour Oui, avoir, que davantage de détails, bien que cet épisode soit hyper complet. il y a le site et après en général pour ceux qui sont les Côtes d'Armor, je pense que c'est le cas de presque tout le monde, Ouais. bah, nous avons une forte implantation locale, hein, avec les 21 agences, donc ils en trouveront assez facilement. Alors moi par contre je suis pas présent partout, hein, Mince! ça c'est sûr, mais voilà, il y aura toujours j'ai toujours des collègues de qualité qui pourront les recevoir et les accompagner. Super. Merci de nouveau, Bruno Merci beaucoup et puis, à très vite. et sans souci.